Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous politique, le Ndimba. Le Ndimba signifie, dans les langues du sud de Gabon, le lieu secret, le lieu privilégié de la palabre où on peut évoquer différents sujets entre initiés. Pour ce premier numéro, nous allons recevoir un homme politique, un membre du gouvernement, dont il est d'ailleurs le porte-parole. Vous l'avez deviné, il s'agit du ministre de la Communication, Alain-Claude Biliebidzi. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Madame. Vous avez occupé plusieurs postes ministériels sous différents gouvernements. Porte-parole de la présidence de la République jusqu'en septembre dernier. Vous êtes reconnu pour votre verve, votre franc-parler. Nous savons que vous êtes également passionné de littérature. Vous vous revendiquez d'être un libre penseur. Monsieur le ministre, en ce début d'année, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez sur votre émission pour parler à nos compatriotes. Ce que nous pouvons souhaiter pour cette nouvelle année, c'est bien entendu la santé, c'est la paix. C'est également la capacité à mettre en œuvre, pour ce qui me concerne, à la place qui est la mienne, le projet présidentiel qui vise bien entendu à améliorer le quotidien des compatriotes. C'est la finalité de toute œuvre politique, améliorer le quotidien des compatriotes. Le Ndimba, c'est 52 minutes. Nous allons revenir sur les points que vous venez d'évoquer. Mais pour mieux faire connaissance, je vous propose de suivre ce reportage réalisé par la rédaction du Ndimba. C'est un visage connu, peut-être même bien connu. Celui que certains intimes appellent Assé s'est forgé une véritable personnalité au fil d'expériences multiples et variées. Aujourd'hui ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Biliebidzi a connu un parcours singulier. Après des études primaires dans sa ville natale de Makokou, où il a vu le jour il y a 49 ans, notre invité a fait son entrée à l'ESCAP, l'école secondaire des cadets de la police de Libreville. Un passage qui lui a permis de forger son caractère de leader. À l'université Omar Bongo, où il choisit d'étudier la littérature, il fonde le premier syndicat des étudiants gabonais, dont il sera le premier président, décidé à marquer le monde estudiantin de son empreinte. Parallèlement, le jeune Assé multiplie les activités où il renforce son aisance à s'exprimer en public et à assumer ses responsabilités, comme à la chorale JPC Jeunesse pour Christ par exemple. Déjà, sur tous les fronts, c'est au journal Le Bûcheron et à Radio Soleil qu'il fera ses premiers pas dans la vie active, avant de rejoindre en 2001 l'hôtel de ville de Libreville dont il dirigera la communication pendant un peu plus d'1 an. Une expérience qui s'inscrit alors comme un signe prémonitoire, car en 2006, Assé fait pour la première fois son entrée au gouvernement en qualité de ministre délégué à la communication, porte-parole du gouvernement. Après avoir occupé différents postes au sein du ministère des Droits de l'Homme, de l'Agriculture et des Transports, Alain-Claude Biliebidzi est appelé en 2012 aux côtés du chef de l'État, en qualité de conseiller politique et porte-parole de la présidence de la République cette fois. C'est d'ailleurs depuis le palais du bord de mer qu'il apprend son retour au gouvernement le 11 septembre 2015 en tant que ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Comme quoi, la communication et notre invité ne font qu'un. Quelques commentaires déjà sur ce que vous venez de suivre? Oui, je vous remercie. Ce que nous venons de suivre retrace assez fidèlement le parcours qui a été le mien. Juste une petite précision, je n'ai pas été leader de la JPC. J'ai travaillé dans le cadre d'un autre groupe qu'on appelait PS 150 avec quelques-uns de mes frères et copains de l'époque, Daniel Djungi, Léa Amédée, Flaubert Obam, Denis Major Ngweze et d'autres. Nous avons constitué un groupe de chant effectivement, mais ce n'était pas la JPC. Mais c'est vrai qu'à la faculté, j'ai fréquenté la Jeunesse pour Christ à l'université, JPC, tout comme j'ai fréquenté la jeunesse étudiante chrétienne, la GEC. Mais on sait également que la passion reste toujours très vive avec de nombreux articles.
Oui, absolument, absolument. Mais si vous voulez, l'écriture, la rencontre de la littérature, tout ceci s'est effectué dans le cadre de mes études à l'université. J'ai eu la chance d'arriver au département de lettres modernes où j'ai connu des enseignants passionnés de littérature, Madame Honorine Ngou, Monsieur Moussir Mouyama, Pierre Monsard qui nous a quittés aujourd'hui et quelques autres, je ne peux pas tous les citer, Magloire Ambouroué, qui étaient de vrais passionnés de littérature. Et avec quelques amis à l'époque, Léon Ivanga, Steve Erenombo, Joris Bertin Madébé, Toussaint qui nous a quittés, nous avons créé le Tam-Tam littéraire où nous nous sommes essayés là à tenir un journal. Léon Ivanga le dirigeait. Lorsqu'il nous quitte pour aller faire des études en France, j'en prends la responsabilité et nous avons continué effectivement à écrire. Et je me suis exercé à l'écriture, à la fois des articles de presse, mais également des articles un peu plus précis sur la musique gabonaise, dans le cas d'Africulture, où là aussi il y a eu quelques articles qui ont été publiés. Oui, en effet, j'aime la littérature. Donc des articles jusqu'à ce livre quand même, que vous avez écrit pendant que vous étiez membre du gouvernement. Et si on en parlait, oui. Est-ce que c'est un livre autobiographique ou un livre dans lequel on découvre un peu des réalités ou des vérités qui n'étaient pas encore connues à l'époque ou reconnues? Si vous voulez, c'est un livre qui a une histoire. C'est un livre que j'ai écrit parce que j'ai eu envie de dire ma part de vérité sur une histoire qui, d'une certaine façon, me collait à la peau et certains aujourd'hui veulent continuer à en faire un marqueur pour ce qui est de ma vie politique. Non, mais on peut le dire, si on parlait, on revient sur les événements de l'UOB. Oui, c'est l'objet central du livre. Voilà. Mais en tant qu'objet central du livre, j'ai voulu aller au-delà. Pour que les gens comprennent bien qui je suis, d'où je viens, une partie du livre a été consacrée à ma naissance, à mon milieu familial, à mon enfance, à l'éducation que j'ai reçue. À mon père, fonctionnaire des PTT, mais qui effectivement a enseigné une partie de sa vie. Oui, parce que si vous voulez, moi je suis pas un enfant des beaux quartiers Libreville. Moi je ne suis pas un enfant du bord de mer, je suis un enfant, je suis né à Makokou, dans une famille gabonaise normale. Mon père était polygame, nous étions nombreux, de nombreux enfants, et j'ai grandi là-dedans, où j'ai appris la solidarité, où j'ai appris la camaraderie également, où j'ai appris à partager. La solidarité, le partage, une vraie fraternité. Votre formation à l'ESCAP, c'est ce qui La formation à l'ESCAP a renforcé cela, parce que l'ESCAP, c'était une famille. À l'ESCAP, le fait qu'on portait tous le même uniforme, le fait que lorsqu'on arrivait, les parents repartaient avec le petit baluchon qu'on avait et que là, on vous donnait l'uniforme, on vous donnait les tenues pour travailler, on vous donnait les stylos, on vous donnait tout à l'ESCAP. Et donc, il n'y avait pas au milieu de nous des enfants riches ou des enfants pauvres, ou des enfants de riches et des enfants de pauvres. Nous étions un. Et nous étions un dans notre vie quotidienne et nous avons appris comme ça à forger la vraie fraternité, le vrai patriotisme. Donc un sens important également de la famille, Monsieur le ministre, parce qu'on sait que vous êtes un homme passionné dans les actions au quotidien. Mais si vous voulez, la famille, c'est l'essentiel dans la vie, hein, et c'est l'essence de la vie même. La famille, au sens où on est né au milieu des siens, la famille au sens où on fonde une famille, on crée un foyer, la famille également au sens politique, au sens plus large, au sens du pays. Nous sommes une famille. Et donc, toutes ces idées font en sorte que ce livre a été publié, non seulement pour resituer le parcours qui a été le mien, mais aussi pour tenter de décliner la vision qui était la mienne sur notre pays. Parce que je considère, moi, qu'un homme politique, quel qu'il soit, doit porter une vision pour son pays. Et cette vision, elle est nôtre, mais après, on la partage à d'autres. Mais voilà. Cette vision, vous ne l'avez pas un peu biaisée avec ces différentes casquettes politiques que vous avez eues tout au long de votre parcours, justement? Mais je n'ai pas eu différentes casquettes politiques. On vous a connu sur d'autres partis. Aujourd'hui, vous avez intégré le Parti démocratique gabonais, mais avant, il y avait d'autres partis, Monsieur le ministre. Mais vous savez, madame, il y a des gens qui considèrent que la vie politique, c'est l'inertie, et qui confondent fidélité et inertie. Vous déposez un caillou sur votre table, il peut rester là 100 ans, on ne le bougera pas. Mais moi, je ne suis pas un caillou, je suis quelqu'un qui a des idées et qui les porte. Et les idées que moi je porte pour mon pays sont des idées de développement, sont des idées d'égalité des chances, ce sont des idées fondées sur la vraie solidarité. Et de ce point de vue, j'ai effectivement adhéré à un parti politique d'opposition, le RNB de Paul Mbabessol.
Ayant adhéré à ce parti, j'y ai milité. J'ai fait mes classes dans ce parti. Je suis passé de couleur d'affiche à porte-parole de ce parti. J'ai gravi les échelons au sein de ce parti. Et ensuite, le père Paul Mbabesol ayant négocié avec Omar Bongo l'adhésion du RNB qui était devenu RPG à la majorité, j'ai adhéré à cette majorité en même temps qu'un parti. Je ne l'ai pas quitté. J'ai adhéré à cette majorité en même temps que le parti. Et donc, moi, je ne vois pas où se situe la difficulté dans le parcours qui a été le mien. Mais pardonnez-moi, oui. Je voudrais juste préciser que on fait de toute une histoire le fait d'avoir quitté un parti pour rejoindre le Parti démocratique gabonais. Et ceux qui quittent le Parti démocratique gabonais pour aller dans l'opposition sont des héros. Ce n'est pas ma perception de la vie politique. Monsieur le ministre, je me permets aussi d'illustrer parce que nous étions finalement sur votre passion de lettres. Je vais relire un petit peu cet extrait finalement qui est d'actualité. C'est à la page 116 donc, du roman Si on en parlait. Vous avez, au-delà du slogan, il faut comprendre par là la nécessité de mettre en place des mécanismes permettant d'offrir à chacun, selon son mérite, la possibilité de se construire une vie, un avenir. Ceci n'est envisageable que dans une république qui mettrait en avant les principes de l'égalité des chances fondés sur l'égalité d'accès, de la formation, l'emploi et un système de santé fiable. Donc c'est ça votre combat? Entre autres. Mais vous voyez bien que ce livre il a été écrit en 2007. J'étais membre du gouvernement. Oui. Tout étant membre du gouvernement, j'avais conscience que nous n'arrivions pas à répondre aux attentes des Gabonais en matière d'emploi, en matière de formation, en matière de santé. Et que moi-même, si je n'avais pas connu un pays qui offrait à tous les enfants les mêmes chances par le biais de l'école, je n'aurais peut-être pas fait des études. Parce qu'encore une fois, permettez-moi de revenir dessus, moi, ma vie, elle n'intéresse pas grand monde. Mais puisqu'on parle d'égalité des chances, je veux rappeler que j'ai fait mon concours d'entrée en 6e dans une école de bourse à 22 km de Makoko. Et de là, j'ai été admis à l'ESCAP, à Libreville. Je n'avais pas un parent à l'éducation nationale pour pousser mon dossier. Simplement, j'ai passé un concours et j'ai été reçu. C'est ça l'égalité des chances. Et lorsqu'aujourd'hui, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, met un accent particulier sur cette question, je m'y retrouve parfaitement. Donc là, vous avez lu un extrait écrit en 2007, décembre 2007. Près de 10 ans. Près de 10 ans. Et vous vous rendez bien compte que la convergence de vues, elle datait déjà de cette époque. Donc de ce point de vue, je suis tout à fait à l'aise à intégrer un gouvernement au sein duquel je peux défendre les idées que j'ai toujours portées. Nous restons finalement dans cet aspect politique puisque nous y sommes de plein pied. Monsieur le ministre, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle prochaine. Dans votre camp, il n'y a pas encore de candidature officielle et cependant, il y a aussi quand même un peu de cacophonie au niveau de l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'ai pas de leçon à donner à l'opposition. Je leur souhaite beaucoup de courage dans leur tentative de trouver une candidature unique. Beaucoup de courage, d'autant plus que chacun sait. Et je l'avais dit déjà à l'époque, que l'ego surdimensionné qui caractérise beaucoup de ces acteurs ne permettra pas de parvenir à une candidature unique. À moins de prendre un vaste rabot et de raboter tout ceci, ce qui me paraît une entreprise complètement inutile. Ils n'y parviendront pas. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse en tant que membre du Parti démocratique gabonais et membre du gouvernement, c'est d'œuvrer à faire en sorte que les conditions soient réunies pour que, éventuellement, le chef de l'État soit candidat et s'il est, travailler à faire en sorte qu'il soit réélu confortablement. Alain-Claude Bilibidze, vous avez pris votre fonction de ministre de la Communication en septembre dernier et tout de suite, vous avez voulu faire un état des lieux de votre département. Je vous propose de suivre ce reportage de la rédaction de Dima. Une attention soutenue. Jamais les médias publics que sont Gabon Télévision et Radio Gabon n'auront reçu autant de visites, prévues ou pas, de la part du ministre de la Communication. Dès la prise de fonction d'Alain-Claude Bilibidze à la tête de ce ministère, les agents ont dû s'habituer à voir régulièrement leur ministre, parfois même dès 6h30, quand il s'agit de venir encourager les équipes de la matinale de Radio Gabon. Au programme de ces visites, un passage en revue des troupes et de l'outil de travail marqué par des rencontres avec les agents, des entretiens avec les différentes directions et les syndicats. Au final, le diagnostic est cinglant.
Les deux structures publiques, flambant neuves de l'extérieur, font l'objet de manquements criards, que ce soit en termes de matériel, d'affectation ou de formation. Des faits qui expliquent très certainement la situation de quasi-divorce entre les médias publics et la population. Des tours du propriétaire, Alain-Claude Bilibinzé en a fait aussi à la radio panafricaine Africa numéro 1, à l'agence gabonaise de presse, à Gabon Matin, à l'Institut gabonais de l'image et du son, et dans certaines structures sous tutelle de l'intérieur du pays. Partout où il est passé, le ministre de la Communication a tenu le même langage, le langage de la vérité. Dès lors, peut-on espérer un renouveau du secteur avec un passionné de la communication comme Alain-Claude Bilibinzé ? Vous venez de suivre donc le reportage de la rédaction du Nzimba concernant donc les visites de terrain du ministre de la Communication. Pour parler de cette deuxième partie, un nouveau décor, avec moi mon collègue Louis-Philippe Badinga. Bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui vous a frappé tout au long de ces visites de terrain? Qu'est-ce que vous avez retenu? En fait, ces visites de terrain m'ont permis de noter deux types de contrastes. Le premier, c'est qu'en effet, nous avons de vrais problèmes liés à la question des équipements et du matériel de manière générale. Ceci contraste avec la volonté des acteurs, des agents, de travailler et de faire en sorte de produire chaque jour des émissions de qualité dans un environnement concurrentiel où ce qui fait le plus défaut aujourd'hui, au niveau des médias publics en tout cas, ce sont les équipements. Et lorsque ça existe, ils sont obsolètes. C'est le premier contraste. Le second contraste, c'est que vous avez des agents qui certainement ont été formés à un moment donné. Mais les évolutions dans ce domaine sont assez rapides et il y a nécessité d'adapter. Et là naît un autre contraste, c'est qu'un nombre important de ces agents semblent réfractaires à l'idée de formation et d'adaptation. Or, nous avons aujourd'hui un gros besoin, pas en termes de communication uniquement, mais en termes d'information, d'éducation, de sensibilisation, mais aussi de divertissement. Et il faut offrir tout ceci aux Gabonais parce que c'est un droit. Oui, Philippe, justement, en parlant d'informer, divertir, qu'est-ce que vous avez prévu concernant cette visite, à proprement parler, de Gabon Télévision? Oui, monsieur le ministre, à peine quelques années après la livraison de la maison Georges Rawiri, on a l'impression que la première chaîne de télévision nationale peine à devenir la référence. Pourquoi ça ne marche pas? D'abord parce qu'un environnement a changé. Et que cette chaîne de télévision, née dans un contexte particulier, ayant évolué dans un contexte de parti unique, n'a pas su s'adapter aux évolutions intervenues. Nous devons aujourd'hui nous rendre compte de cela et faire en sorte que des agents motivés, que moi je rencontre tous les jours, encore une fois, et qui ont le souci de travailler et qui travaillent dans des conditions difficiles, il s'agit d'être proche des agents, de les écouter, de les entendre. Il s'agit aussi de faire en sorte que le public se reconnaisse dans cette télévision et dans cette radio. Moi, je parle toujours de radio et télévision, d'accord? Et vous voyez que vous-même, vous parlez de RTG, ce qui révèle bien que nous n'avons pas su communiquer sur la transformation qu'il y a eu pour partir de RTG à aujourd'hui Gabon Télévision et Radio Gabon. Qu'est-ce qui doit aujourd'hui nous occuper, nous préoccuper? Premièrement, travailler effectivement à régler les problèmes matériels et d'équipement. Deuxièmement, travailler à former les agents à l'utilisation de ces équipements. Troisièmement, travailler à adopter une grille des programmes qui va remplir les missions de service public attendues des populations et de l'État. Et donc, une fois ceci mis ensemble, je ne dis pas que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais on aura au moins réussi à combler des déficits qui sont aujourd'hui patents et qui sont visibles. Monsieur le ministre, vous êtes le 6e ministre en 6 ans. Vous êtes parfaitement imprégné de ces réalités. Comment trouver une solution? D'abord, si je suis le 6e ministre en 6 ans, cela peut relever effectivement de la lecture de ce que c'est un département difficile. Mais l'autre élément, c'est que
ayant pris conscience qu'effectivement, je suis le 6e ministre en 6 ans, les syndicats me l'ont répété, chacun me le répète, et j'aime à leur dire que, bon, puisque l'élection présidentielle devra avoir lieu très bientôt, donc il me reste très peu de temps à passer, en principe, à la tête de ce ministère, à moins que j'y sois reconduit si le président est candidat et il est réélu. Mais que faut-il faire? Premièrement, la concertation. Et j'essaie de m'y employer. Deuxièmement, l'écoute. Faire en sorte que l'agent public au service de Radio Gabon et Gabon Télévision n'ait plus honte de travailler dans ces entités. Faire en sorte qu'un certain nombre de demandes qui sont formulées trouvent des réponses. Mais des réponses soit matérielles, soit juridiques, soit simplement de formation. Et ensuite, faire en sorte que nous disions la vérité aux agents. Lorsque des agents viennent me voir à travers leur syndicat pour réclamer des primes de rendement, je leur dis, 1, je n'ai pas ces moyens. 2, le gouvernement, par le biais du ministère du Budget, a pris une mesure, celle de ne plus payer de primes de rendement à partir du moment où on a adopté un nouveau système de rémunération. Donc, il faut dire la vérité. La troisième vérité qu'il faut indiquer, c'est que pour payer des primes de rendement, il faut bien que nous arrivions à mesurer ce rendement. Et donc, une enquête de satisfaction et d'opinion. Aujourd'hui, les enquêtes à nos dispositions montrent bien que les populations ne sont pas satisfaites du travail qui est rendu. Et donc, dès l'instant où les gens ne sont pas satisfaits d'un travail, je ne vois pas comment les pouvoirs publics, le gouvernement, peut donner des primes de rendement. Monsieur le ministre, il y a quelques années pourtant, nous avions l'impression que nous avancions, mais quelques années juste après, on a l'impression d'avoir beaucoup reculé. La situation est la même à Radio Gabon et également à l'Institut du son et de l'image. Non, les situations ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas vrai de dire que nous avons beaucoup reculé. Il ne faut pas non plus tout dépeindre en noir. Le ministre que je suis exprime une insatisfaction parce que le ministre sait ce dont les agents sont capables avec cet outil. Mais cela ne veut pas dire que rien ne se fait. Aujourd'hui, les rendez-vous d'information sont tenus. Nous avons travaillé à améliorer le contenu des éditions d'information, à multiplier à nouveau les éditions d'information et nous travaillons à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de production au niveau des médias publics. Donc, il ne faut pas dire que rien ne marche. Ce n'est pas parce que les pouvoirs publics sont insatisfaits qu'on peut dire que rien ne marche. Je rappelle qu'à l'heure où nous parlons, le journal télévisé de Gabon Télévision reste encore le plus suivi dans notre pays. Ça veut dire qu'il y a ce rendez-vous qu'il faut tenir et qu'il faut améliorer. Maintenant, il y a un environnement concurrentiel. Concurrentiel parce qu'on a la concurrence des chaînes locales, mais on subit la concurrence également de gros diffuseurs internationaux. Et par rapport à cette diversité de l'offre, il y a seulement un outil qui a été inventé qu'on appelle télécommande. Lorsqu'on n'est pas satisfait, on touche un bouton, on a changé de pays. Et donc de ce point de vue, nous sommes contraints d'aller vers une production de qualité pour tenir la concurrence. Mais il ne suffit pas de le décréter. Il faut de la ressource humaine, ressources financières et une ressource matérielle. Vous parlez de l'Institut gabonais de l'image et du son. Cet institut a été mis en place pour répondre à 2 besoins. Le premier besoin, c'est promouvoir le cinéma gabonais par des productions nationales, ensuite prendre des participations pour coproduire. L'autre besoin, c'est d'avoir des banques de données en termes de son et d'image. Mais c'est de la ressource. Juste pour vous donner quelques idées, parce que lorsqu'on en parle et qu'on dit que ça coûte de l'argent, parfois on s'imagine qu'il suffit d'une caméra pour que ça tourne. Derrière la caméra, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc, les besoins de fonctionnement de Gabon Télévision se situent au-delà du 1,5 milliard. Le reste de la ressource est à rechercher sur fonds propres. Ça veut dire qu'il nous faut restructurer le secteur. Il nous faut mieux organiser Gabon Télévision par des départements marketing et communication forts, puissants, qui vont rechercher des marchés. Mais rechercher des marchés, c'est également offrir à l'annonceur ce qu'il voudrait écouter, ce qu'il voudrait voir sur une télévision. Ça veut dire des programmes de qualité qui vont attirer telle tranche d'âge pour tel horaire. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Ce n'est pas seulement le ministre de Gabon Télévision, parce que je vois que vous avez parfaitement compris les fonctionnements ou certains dysfonctionnements concernant la maison Georges Rawiri. Il y a également une préoccupation qui nous est revenue. Il s'agit de la radio panafricaine, Africa numéro 1. Oui. En effet, monsieur le ministre, pour en parler, la pionnière des radios panafricaines,
Africa numéro 1 traîne une dette de 22 milliards de francs CFA. C'est assez lourd. Quelle est la porte de sortie, Monsieur le ministre? Peut-on rêver d'un retour du tam-tam africain? Bon, d'abord, ça ne peut pas relever du rêve, puisque le rêve s'est réalisé par la mise en place effective d'Africa numéro 1. Ensuite, les problèmes d'Africa numéro 1 ne sont pas que financiers. Il y a cette dette que vous évoquez, il y a aussi ce que j'ai déjà indiqué, que je vais rappeler. Chaque mois qui commence, Africa numéro 1 le démarre avec un déficit de 145 millions de francs CFA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation financière d'Africa numéro 1 est plus que critique, elle n'est pas tenable. Il faut redimensionner Africa numéro 1, qui n'a pas su, encore une fois, je le répète, s'adapter aux évolutions intervenues dans le secteur. Cette adaptation ne vient pas aussi, ne devrait pas être impulsée par les chefs de département de ces médias, justement? L'adaptation, c'est d'abord une question managériale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des outils autonomes, des entités autonomes, comme Radio Gabon, Gabon Télévision, AGP, Africa numéro 1, doivent avoir à leur tête des managers qui ont une réelle vision et qui s'adaptent aux évolutions du secteur pour anticiper. Cette anticipation n'a pas pu avoir lieu sur Africa numéro 1. Créé en 1981, Africa numéro 1 et le centre émetteur de Moyabi, c'était un centre de référence au niveau mondial, au-delà même de l'Afrique. À tel enseigne que de gros diffuseurs internationaux, NHK du Japon, RFI et quelques autres, avaient Africa numéro 1, Moyabi comme relais. Analogique. La révolution numérique est passée par là. Et Africa numéro 1 ne s'est pas adapté. Et donc cette adaptation est aujourd'hui fondamentale. Ensuite, lorsque dans les années 80, cette radio était panafricaine, les autres pays africains ne disposaient pas d'outils de cette nature. Or aujourd'hui, avec le satellite, avec la révolution de la FM, avec toutes les évolutions intervenues dans le secteur, il n'est plus possible aujourd'hui de penser une seule radio qui va arroser tout le continent. Donc il faut redimensionner, il faut requalifier, et le gouvernement saisi du dossier a mis en place une commission ministérielle pour faire en sorte que nous déposions sur la table du gouvernement des propositions concrètes pour que dans les prochaines semaines, il y ait des décisions qui soient prises et que nous sortions de l'ornière. Mais Africa numéro 1, dans sa vocation internationale, va demeurer, et Africa numéro 1 comme diffuseur de la réalité continentale devra demeurer, mais en redimensionnant le projet. Il y a quelques semaines, Monsieur le ministre, vous avez dit à peu près la même chose concernant le journal, le quotidien Gabon Matin. Vous avez promis que Gabon Matin n'allait pas mourir. Et vous pensez que Gabon Matin est mort? Je ne le dis pas, mais pourtant, il y a des journalistes, par exemple, aujourd'hui, qui mettent en doute la parole publique. Et il n'est plus régulièrement mais il s'agit pas régulièrement ce kiosque. C'est ça, en fait, les faits. Il ne s'agit pas de mettre en doute la parole publique. Je viens de parler de gestion des entités. Mais encore une fois, je le dis en toute franchise, AGP Gabon Matin, c'est 95 agents. Dans un contexte où on aurait pu avoir une cinquantaine d'agents. Donc on a une cinquantaine d'agents en trop dans cette entité. Donc quelle est l'option qui est choisie? Soit on passe par une restructuration sèche, et donc on libère le nombre d'agents supplémentaires pour rentrer dans l'enveloppe que l'État donne, d'une première part. D'autre part, la fabrication d'un journal coûte de l'argent et le journal Gabon Matin est vendu en dessous du coût de fabrication. Et donc là aussi, c'est une question managériale qu'il faut régler. Il ne s'agit pas de mettre en doute la parole publique, il s'agit de mettre en harmonie la parole publique avec les faits et les actes. Les faits et les actes, ils sont connus. Nous allons restituer Gabon Matin, nous allons restituer l'AGP, nous allons faire en sorte que l'AGP soit à nouveau le premier fournisseur de l'information du Gabon, d'abord auprès des médias gabonais, et aussi auprès des médias étrangers qui voudraient communiquer sur le Gabon. C'est la première chose. La seconde chose, c'est la question finalement de l'outil gouvernemental. Gabon Matin, c'est le quotidien gouvernemental. Et il n'est pas normal que le quotidien gouvernemental ne soit pas dans les kiosques. Ça, c'est un fait. Mais comment on le remet en kiosque? Il faut gérer la question de la dette, donc la ressource financière. Aujourd'hui, la ressource est rare. Et donc, mon collègue du budget me dit, je suis prêt à faire un effort supplémentaire, mais montrez-moi qu'il y a un effort de gestion au niveau de l'AGP et de Gabon Matin pour qu'on n'aille pas faire des investissements hasardeux, comme aller acquérir un immeuble, pardonnez-moi, passez-moi l'expression, pourri, qui a coûté de l'argent, qu'on ne peut pas aujourd'hui utiliser, et on ne peut même pas récupérer cet argent. Donc, des choix ont été faits, ça a été de mauvais choix,
Il faut aujourd'hui que dans l'escarcelle qui est sur la table du gouvernement, Gabon Matin, AGP, Africa numéro 1, des solutions soient apportées mais dans les prochaines semaines. Monsieur le ministre, pour ceux qui nous regardent actuellement, est-ce que ça veut dire que les problèmes de Africa numéro 1, l'AGP et Gabon Matin, c'est une question, ce sont des problèmes de management et surtout d'effectifs pléthoriques? Ça veut dire que des Gabonais sont employés à ne rien faire? Nous avons des problèmes de gestion. Nous avons des anomalies. L'AGP, c'est un outil public. Je ne trouve pas normal que les fonctionnaires affectés à l'AGP réclament d'avoir des indemnités parce qu'ils sont affectés à l'AGP. Ceux qui sont affectés à Gabon Télévision ou à Radio Gabon n'ont pas d'indemnités supplémentaires parce qu'ils y sont affectés. Je ne trouve pas normal non plus qu'il y ait eu des investissements hasardeux qui ont été faits. Donc ça veut dire que des fautes de gestion ont été commises. Il faut réparer tout ça. Je ne dis pas qu'il y a uniquement des problèmes managériaux. Je dis qu'il y a aussi des problèmes financiers, des problèmes de ressources financières. Nous avions à l'époque, au niveau de l'AGP de Gabon Matin, une subvention qui a tutoyé le milliard de francs et qui a chuté jusqu'à se retrouver aujourd'hui autour de 200 millions de francs. Vous voyez le gap qui s'est produit. Mais malgré ce gap qui s'est produit, on a maintenu les mêmes effectifs, les mêmes ambitions, mais ce n'est pas possible de tenir de cette façon. Vous aviez 1 milliard pour faire un travail, on vous l'a ramené à 200 millions et vous avez maintenu les mêmes effectifs. Ce n'est pas raisonnable. Il y a peut-être lieu, Monsieur le ministre, de changer de modèle économique, mais il y a quelques jours, vous avez annoncé devant les médias que le président de la République vous avait demandé de fournir une sortie de crise pour ce média. Est-ce que vous avez une solution clairement? Mais je n'ai pas annoncé que cela, monsieur. J'ai annoncé également que le Conseil des ministres avait décidé de la mise en place d'une commission ministérielle pour proposer des solutions. Cette commission, elle est composée du ministère de la Communication qui assure la tutelle de ces entités, du ministère du Budget, dont vous savez qu'il est celui qui met sur la table le nerf de la guerre, le ministère de l'Économie, parce que s'agissant d'Africa numéro 1, il y a le comité de privatisation, le ministère du Travail, parce que malheureusement, il va falloir gérer la situation de certains agents qui ne sont pas fonctionnaires et qui sont régis sous contrat privé, donc il faut pouvoir gérer cela, et le ministère de la fonction publique qui gère les fonctionnaires. Ces ministères vont se réunir pour proposer des solutions, de sorte que nous démarrions 2016 avec des options précises sur la table du gouvernement. Monsieur le ministre de la Communication avec Claude Billy-Binzé, vous êtes en train justement d'aborder le deuxième volet de notre nouveau plateau. Donc je vous propose de suivre ce reportage de la rédaction du Nzimba. Des hommes et des femmes de médias à la peine, un statut particulier jamais appliqué, absence d'une école de journalisme sur le territoire national, un tableau sombre qui a nécessité une énième organisation d'états généraux de la communication au Gabon, c'était en décembre dernier. Durant 3 jours, les acteurs de la communication, accompagnés d'experts internationaux, ont planché en vue de proposer des pistes de sortie à une situation de statu quo qui n'a que trop duré. Parmi les recommandations, la mise en place d'un comité de pilotage sur la réforme de l'audiovisuel pour revisiter les textes de loi, ou la création d'un institut supérieur des métiers de la communication et de l'information pour former des professionnels. Autant de propositions qui montrent l'étendue de ce vaste chantier. En tête des urgences, la ratification par le Parlement de l'ordonnance 18/PR/2015 du 11 août 2015 portant conditions et modalités d'exercice de la liberté de la presse. Un texte fondateur destiné à dépoussiérer la loi 07/2001 afin d'organiser la pratique du métier de journaliste dans notre pays. Les réformes semblent être le seul salut du secteur de la communication. Encore faut-il qu'elles ne restent pas lettre morte, comme par exemple la réforme 0725 datant du 21 juin 2011 et portant création, organisation et fonctionnement de Gabon Télévision. Finalement, une seule question s'impose, veut-on et peut-on réellement réformer la communication au Gabon ? Pour reparler des réformes que vous venez de suivre dans ce reportage, Jonas Osambe est venu nous retrouver. Bonjour Jonas. Bonjour. Monsieur le ministre, vous assurez la continuité de l'administration. Où en êtes-vous concernant justement ces réformes? Les réformes ont été initiées après un constat. Le constat que ça ne marchait pas. Le constat qu'on ne pouvait pas continuer comme avant. Le constat aussi que le cadre juridique qui régissait la RTG
et qui faisaient de la RTG et des stations provinciales des directions rattachées directement au secrétariat général du ministère de la Communication, il n'était plus possible de continuer ainsi. Et donc, la réforme a été initiée. Mais cette réforme nécessitait que les cadres juridiques évoluent. Certains cadres sont aujourd'hui en place. On a, grâce à ces cadres-là, désigné des conseils d'administration. On a désigné de nouvelles équipes de direction. Et nous sommes maintenant aujourd'hui en train de travailler sur les décrets et sur les différents statuts. Le travail sur les décrets également est terminé. La semaine dernière, j'ai demandé à Gabon Télévision et à Radio Gabon de réexaminer certains aspects avant que je ne soumette en Conseil des ministres les différents décrets et les statuts qui vont avec. Donc, la réforme est en cours. Mais je comprends les impatiences des agents. Lorsqu'on a évoqué la réforme, auprès des agents, ça a été perçu comme l'élément qui allait, du jour au lendemain, améliorer leur quotidien. L'amélioration du quotidien est inscrite dans la réforme, mais ça ne se fera pas comme par magie. Il va falloir se mettre au travail et que le travail récompense l'effort et que la rémunération ne vienne que récompenser le travail. Monsieur le ministre, au-delà des cadres qui ont été mis en place, on constate tout de même qu'il y a des difficultés. Et est-ce que ces difficultés-là ne sont pas dues au fait que les réformes sont justement mal appliquées? Mais les réformes sont appliquées, et elles sont appliquées avec méthode. La réforme, ce n'est pas la révolution. On ne renverse pas la table. On construit à partir de ce qui est. Et ce qui est, c'est de l'humain. Si on a changé un texte, on n'a pas changé les comportements de l'humain, on n'a pas changé les habitudes. Les habitudes, c'est ce qui est le plus difficile à changer dans ces réformes-là, parce que l'être humain est habitué à un confort que lui offre ce qu'il a l'habitude de faire. Lorsqu'on lui demande de faire différemment pour améliorer, il y a une réticence naturelle. Donc, nous travaillons à la fois sur les textes, mais aussi sur les comportements. Pourquoi? Lorsque nous disons, par exemple, qu'il faut sacraliser la salle de rédaction, il faut que le 20h qui est fabriqué ne soit fabriqué que par la salle de rédaction et qu'il n'y ait pas d'interférence. Nous le disons et nous l'assumons en tant que politique et en tant que ministre. Mais les agents, certains d'entre eux, heureusement pas les plus nombreux, certains agents habitués à monnayer l'information en sont encore à vouloir introduire à l'édition de l'information des sujets pirates qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de la conférence de rédaction et qui n'ont pas d'angle. Donc, il faut travailler sur l'humain. Il faut travailler sur l'humain en améliorant son cadre de travail au plan juridique, mais son cadre de travail également au plan matériel et financier. Et nous y travaillons. Monsieur le ministre, quand on parle de réforme, nous savons que vous avez introduit auprès de l'Assemblée nationale une ordonnance qui, selon ce qu'on nous a dit, n'a malheureusement pas été ratifiée. Aujourd'hui, faut-il parler d'ordonnance encore ou revenir à ce qu'on appelle le code de la communication? Finalement, les spécialistes aujourd'hui ou même les journalistes ne comprennent plus en réalité ce qui régit leur secteur. Est-ce une ordonnance qui n'a pas été ratifiée ou l'ancien code de la communication? Je voudrais d'abord indiquer, pour vous, oui, mais aussi pour nos téléspectateurs, qu'il y a beaucoup de confusion autour de la question de l'ordonnance est une loi qui a la même valeur que toutes les autres lois pour peu qu'elle ait été ratifiée par le Parlement. Ça, c'est d'un. De deux, l'ordonnance est applicable une fois publiée. Et donc, ces ordonnances avaient commencé à être appliquées en ce qui concerne la cinématographie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le fait que ces ordonnances n'ont pas été ratifiées nous renvoie à la situation hantée. Donc, d'un côté, on repart à la loi de 2001, de l'autre côté, on repart à ce mélange où on ne savait pas trop ce qu'était la cinématographie, tout était mélangé dans le même code de la communication. Je reviens sur la cinématographie. L'ordonnance numéro 19 permettait d'avoir une distinction et une liste claire des métiers du cinéma. L'ordonnance permettait, par exemple, de pouvoir introduire un visa pour diffusion. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir ce visa. Ce visa était nécessaire, il était important, parce que les pouvoirs publics doivent regarder si ce qui est diffusé au Gabon correspond à nos mœurs, ne va pas heurter la jeunesse, ne va pas violer les droits humains,
ne va pas faire l'apologie du terrorisme et d'autres choses qui peuvent heurter nos façons de vivre et notre vivre ensemble. Donc ce visa, il était essentiel. Il n'a plus, aujourd'hui, il n'est plus d'actualité parce que l'ordonnance n'a pas été ratifiée. Sur la communication écrite et audiovisuelle, aujourd'hui, par les évolutions intervenues dans le secteur, il y a de nouveaux médias. Tout ce qui est numérique, tout ce qui est aujourd'hui relève de l'utilisation des réseaux sociaux n'est pas pris en compte dans le code de la communication. Donc, les médias évoluent dans un vide juridique extraordinaire qui ne les met pas à l'abri et qui ne met pas l'État à l'abri non plus. Il faut arriver à faire en sorte qu'on recrée ce cadre juridique qui permet un libre exercice, mais un exercice qui à la fois rassure les pouvoirs publics, mais surtout veille aux libertés du citoyen. Donc le fait de n'avoir pas ratifié cette ordonnance nous met dans un vide juridique extraordinaire par rapport à ces nouveaux médias. Donc il faut rapidement combler le vide, d'autant plus que nous préparons une échéance importante, je dirais même 3 échéances, la présidentielle, législative et la CAN. Si nous n'avons pas le cadre juridique nécessaire, nous n'y parviendrons pas. Excusez-moi, est-ce qu'elle n'a pas été ratifiée? Est-ce que l'Assemblée nationale a refusé de la ratifier parce que, justement, comme d'habitude, il y a eu un problème, par exemple, au niveau de la conception par exemple, du texte? Non, monsieur. Non, l'Assemblée nationale n'a pas examiné le fond. L'Assemblée nationale n'a donc pas rejeté quant au contenu. Je me suis rendu à l'Assemblée nationale, convoqué par l'Assemblée nationale au niveau de la commission, et j'ai présenté le texte. La commission a estimé, nous nous situons, je crois, on est entre le 22 et le 23, ils ont estimé que devant prendre les vacances à la fin du mois de décembre, ils n'avaient plus le temps d'examiner quant au fond cette ordonnance. Mais je voudrais insister sur 2 éléments, si vous permettez. Allez-y. L'ordonnance a été une grosse avancée pour ce qui est des libertés de la presse, parce que l'ordonnance a d'une part dépénalisé les délits de presse, mais l'ordonnance a également sanctuarisé la question de la carte professionnelle de presse qui devait permettre à tout journaliste qui en serait détenteur de pouvoir vaquer librement à son occupation et d'aller rechercher l'information auprès des administrations qui auraient alors été obligées de répondre aux questions posées par le journaliste détenteur de la carte de presse. La non-ratification de l'ordonnance, malheureusement, amène à quoi? Demain, vous êtes journaliste, vous êtes demain susceptible éventuellement de faire de la prison si vous avez écrit un article qui a mis en cause quelqu'un et qui va saisir la justice au pénal. Vous pourrez demain vous retrouver en prison, ce qui n'était pas le cas dans l'ordonnance. Et je déplore que cela n'ait pas été ratifié. Et du reste, j'ai entendu certains de vos confrères et quelques autres personnalités parler d'ordonnance liberticide. Je mets au défi quiconque d'indiquer un seul article de cette ordonnance qui serait liberticide. Un seul. Moi, je voudrais revenir sur votre passage à l'Assemblée parce que la réforme, c'est également la diversité des ressources. Vous l'avez évoqué un peu plus haut dans cette émission. Mais concernant la redevance, quelles ont été finalement les avancées concernant cette ressource importante pour le développement des médias? Il y a eu 2 temps. Je me suis d'abord rendu à l'Assemblée nationale et au Sénat pour défendre le budget du ministère de la Communication. Et à cette occasion, j'ai parlé de la nécessité de doter nos médias publics de ressources suffisantes et sécurisées. Et l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, m'ont invité à repartir les voir avec, bien entendu, une proposition concrète, une loi qui pouvait instituer cela. Il y a 2 possibilités. Soit effectivement le gouvernement l'inscrit dans le cadre de la loi de finances, soit le gouvernement prend une loi, mais qui va être applicable selon le dispositif de la loi de finances. Il faut arriver à mettre en place cette redevance. Évidemment qu'il ne pèsera pas sur les ménages, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'aller empiéter sur le pouvoir d'achat. Très simplement, la redevance, c'est un prélèvement d'impôts que tous les Gabonais devraient payer, dans ce qui se fait sur d'autres cieux. Pour ce qui nous concerne, oui. Ce n'est pas directement les ménages qui vont être sollicités, mais un certain nombre d'utilisateurs, un certain nombre d'opérateurs qui ont été identifiés et qui vont être amenés à contribuer pour le développement des médias locaux. Ensuite, pour revenir à la question que vous posiez, l'Assemblée nationale n'a pas rejeté après débat. Il n'y a pas eu débat. Et donc, ceux qui aujourd'hui mènent campagne
contre cette réforme, c'est qui? C'est ceux qui évoluent dans l'illégalité. Toutes ces personnes qui écrivent dans les journaux sans être journalistes, sans avoir de carte de presse, et qui font usage de l'anonymat pour aller créer des journaux, et pour les diriger, et pour écrire, tout ceci est illégal et ça doit cesser. Et faites-moi confiance, ça va cesser. Monsieur le ministre, à ce moment, justement, c'était par rapport donc, à votre franc-parler. Vous n'hésitez pas à aller au-devant. Est-ce que vous n'en faites pas trop par rapport au CNC? Lorsqu'il s'agit de défendre les libertés, on n'en fait jamais assez. Et du reste, madame, nous venons de suivre les vœux du président de la République à la nation. Le président de la République a indiqué qu'il souhaite que les prochaines échéances aient lieu dans la sérénité, dans la paix. Nous avons écouté les vœux de Monseigneur Basile Nvé, qui est allé dans le même sens et qui a parlé de Gabon d'abord. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui, malheureusement, par leurs écrits, par leurs propos, sur Internet, dans les journaux, mettent à mal ce vivre ensemble. Et il n'est pas acceptable que cela se fasse dans la loi. Nous avons fait en sorte que l'imprimeur de presse, le distributeur, soit responsable de ce qui est imprimé et distribué. Pourquoi? Parce que si vous imprimez à la une d'un journal, tuez-les tous, ou si vous faites des appels au meurtre en disant il faut régler ça au calibre 12, si vous écrivez pour demander aux compatriotes de sortir dans la rue, de renverser les institutions, vous violez la loi. Et celui qui imprime ça et qui le distribue viole également la loi. Donc ça, c'est pour protéger à la fois la liberté publique, mais également les institutions. C'est notre rôle à nous en tant qu'exécutif, mais d'agir en anticipation. On a connu le génocide rwandais. Il ne s'est pas décidé en un jour. Il a été préparé, planifié, amplifié par les médias. Et les médias sont faiseurs de paix ou faiseurs de guerre. Et donc par rapport à cela, nous allons continuer à faire en sorte que la réforme dans ce secteur aboutisse. Dernier élément, si vous permettez, M. Sombé. Dans les incompatibilités, au niveau même du Code de la communication actuel, au nombre des incompatibilités, le président de la République ne peut pas être propriétaire d'un journal ou des médias, ce qui est normal, mais on va jusqu'au fonctionnaire, l'agent d'État, qui ne peut pas être propriétaire non plus. Mais on a oublié une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des fonctionnaires qui sont propriétaires de journaux. Donc, en violation de la loi, vous me parlez du CNC, c'est là qu'on attend le CNC. Monsieur le ministre, un de vos défis, un de vos challenges va certainement être celui de démocratiser la distribution de la subvention à la presse. Nous savons que depuis qu'elle a été mise en place, bien des débats entourent sa répartition. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de cette clarté que vous êtes appelé à mener, est-ce qu'aujourd'hui, il ne va pas falloir revoir justement les critères d'attribution de celle-ci? Vous avez parfaitement raison. Il faut démocratiser, mais la démocratie, c'est la règle. La démocratie, c'est la norme. Et démocratiser la subvention voudrait dire qu'il faut fixer des critères clairs pour l'attribution de cette subvention. Ces critères seront connus de tous. Ils existent déjà. Ils sont rappelés. Tout journal qui est publié en violation du Code de la communication n'aura pas accès à la subvention. Tout journal qui aura fait l'objet d'une sanction par le Conseil national de la communication n'aura pas accès à la subvention. Tout journal qui se livre à l'invective, à la haine, à la division, n'aura pas accès à la subvention. La subvention, c'est de l'argent public. Et l'argent public ne va pas en direction de ceux qui violent la loi. Donc, les critères seront clairs. Ceux qui font travailler des Gabonaises et des Gabonais dans les télévisions, les radios, les journaux, sans les déclarer à la CNSS, n'auront pas accès à la subvention. Ceux qui ne payent pas leurs impôts n'auront pas accès à la subvention. Cela, nous l'assumons parfaitement. Nous nous ferions injurier, mais on sera injurié parce qu'on fera respecter la loi. Monsieur le ministre, vous êtes justement porte-parole de ce gouvernement. Je vous propose de suivre maintenant l'extrait concernant donc l'allocution de son Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion du discours à la Nation. C'est un résumé de la rédaction du Ndimba. Je reste fortement insatisfait
des résultats que nous avons enregistrés dans certains domaines dont le plus manifeste reste celui du logement. Je demande au gouvernement de procéder dans les meilleurs délais, comme il s'y est engagé, à la livraison des logements prêts à être occupés dans les divers lotissements de Libreville et de l'intérieur du pays. Gouverner, c'est entendre l'appel de ses compatriotes. C'est ainsi que, dans le secteur public, j'ai entendu les plaintes des agents de l'État sur l'inconséquence de leurs soldes et de leurs retraites. En réponse, un nouveau système de rémunération a été mis en place. De même, un nouveau système de retraite est en cours d'élaboration. Quelles que soient les difficultés du moment, le pacte social demeure pour moi la priorité. Gouverner, c'est enfin préparer l'avenir de notre jeunesse. Cette vision se concrétise notamment dans ma décision de généraliser l'octroi de la bourse à tout étudiant bachelier. Cette égalité des chances doit s'étendre impérativement à l'accès des jeunes et des femmes à l'emploi, aux services sociaux de base ainsi qu'aux services publics. C'est dans cet esprit que je promulguerai dans les tout prochains jours la loi fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux fonctions politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs de l'État. Un premier pas vers la réalisation de la décennie de la femme. Monsieur le ministre, on revient donc sur l'extrait entendu par le président de la République. Le président de la République s'est refusé de faire un bilan. En revanche, il est revenu sur l'urgence pour le gouvernement, dont vous êtes le porte-parole, à agir vite et respecter les défis. Vous savez, le discours du chef de l'État a donné lieu à pas mal d'interprétations. J'ai entendu dire, et chacun l'a entendu, chacun l'a lu, que Ali Bongo aurait reconnu son échec et que le projet du Gabon émergent aurait du plomb dans l'aile. Je voudrais rappeler que le président Ali Bongo porte un projet dont il a lui-même fixé l'échéance. Gabon émergent, c'est 2025. Ce n'est pas 2016. 2016 est une échéance constitutionnelle sur le terme du mandat du président, mais ce n'est pas une échéance liée à la mise en œuvre du projet. C'est la première chose qu'il faut rappeler. Ensuite, il n'a pas souhaité se livrer à un exercice d'autosatisfaction. Il nous revient à nous, membres du gouvernement, et à ceux de sa majorité, de faire l'éloge de son action. Et une action largement positive dans de nombreux domaines. Mais il reconnaît que des défis nombreux sont encore à relever. Il a cité le défi du logement, qui est un défi essentiel. Et votre émission, peut-être, recevra mon collègue en charge de ce dossier, qui reviendra dans les détails si vous pensez que c'est utile. Pour ce qui me concerne, je peux vous dire que l'instruction rappelée par le chef de l'État sera appliquée. Mais que les compatriotes comprennent que la question du logement était une question fondamentale et essentielle et que les déficits observés dans ce domaine ne se sont pas creusés en 2009. Ils se sont creusés bien avant. Je vous ai rappelé en début d'émission que je ne suis pas un enfant des beaux quartiers de Libreville. Je suis un enfant de ce qu'on appelle aujourd'hui Mapane, mais que nous, notre génération, appelait Matiti. Et étant né dans ces quartiers, y ayant grandi, je sais que Libreville a été depuis longtemps mal structuré, mal organisé du point de vue de la question de l'habitat et du logement et qu'il faut régler, c'est une urgence. Parce que le logement va effectivement, comme vous voulez le dire, avec le développement de l'urbanisme, la viabilité de ces terrains. Mais il n'y a pas que cela. Lorsque le chef de l'État est élu, il porte un projet. Et le projet qu'il porte vise à faire de notre pays un pays émergent en une génération. C'est un défi majeur. D'autres y sont parvenus en 2 générations. Lui dit on va se retrousser les manches pour y parvenir en 1 génération. Il l'a dit et il met le pays au travail. Évidemment, il y a des obstacles. Dans le domaine de l'habitat, plusieurs obstacles étaient à lever. Obstacles du cadre juridique, obstacles institutionnels, obstacles sur la manière de financer, sur la manière d'acquérir les logements, parce qu'une fois qu'on a construit, il faut ensuite régler la question de comment on y accède, qui y accède, et ça, c'est des questions que seul mon collègue en charge de ce dossier
peut aborder avec plus de précision. Il n'y avait pas que le logement, également la formation, les jeunes, la jeunesse, concernant un petit peu cet avenir avec la crise que nous connaissons. Qu'est-ce qu'on peut retenir depuis ce septennat? Mais vous m'amenez donc à faire le bilan du septennat sur quelques heures, quelques minutes d'émission. Ce qu'il faut retenir, et le chef de l'État l'a rappelé, c'est la lutte pour l'égalité des chances. Faire en sorte que chaque petit Gabonais, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit son appartenance politique, accède à la formation et à l'emploi. C'est pour cela que la question de la bourse des étudiants a été généralisée et le nombre a été multiplié par 3, de même que l'enveloppe allouée à cet exercice. Et nous sommes un des rares pays en Afrique noire francophone et même en Afrique noire généralement qui arrive à payer des bourses d'études à tous ces étudiants. Donc c'est important de le rappeler. Tout comme il est important de rappeler que dans le domaine de la formation de l'éducation, il y a des choses qui ont été faites. On passe trop facilement sur l'Institut du gaz et du pétrole de Port-Gentil, on passe trop facilement et à pieds joints sur le centre des métiers et des mines de Moanda et Franceville, on passe trop facilement sur d'autres éléments qui ont été mis en œuvre et qui permettent aujourd'hui à nos compatriotes qui y accèdent de pouvoir trouver aussitôt un emploi, tout comme la question de l'emploi est une priorité. Et là aussi... Est-ce que cette question, justement, formation, emploi, est toujours... on a trouvé une solution? Ce n'est pas parfois en inadéquation? Mais il sera difficile de trouver une solution définitive parce que les choses évoluent et que nous avons l'obligation de nous adapter aux évolutions, les nouveaux métiers. Il y a des métiers qui naissent, d'autres disparaissent, donc il faut sans cesse s'adapter. Mais ce qui est essentiel à retenir, de mon point de vue, du discours du chef de l'État, c'est qu'à la fois, il a fait le point, sans faire le bilan, il a fait le point de l'action et il a maintenu le cap en disant voici l'orientation sur laquelle on veut fonctionner. Mais ce cap qui est maintenu, c'est également un cap sur la question sociale, en indiquant nous allons tout faire pour maintenir le pacte social. Et le pacte social, c'est fondamental parce qu'il permet aujourd'hui aux plus fragiles d'entre nous de trouver secours auprès d'un État qui n'est plus un État, on va dire un État qui distribue, un État-providence, mais qui est un État parcimonieux et qui arrive aujourd'hui à se dire la priorité, c'est la santé des Gabonaises et des Gabonais, et on met en œuvre un organisme qui soutient la santé des Gabonaises et des Gabonais. Tout ceci pour soutenir l'emploi, et nous ferons en sorte qu'au sein de l'équipe gouvernementale, dans la cohésion gouvernementale, on parvienne à mettre en mouvement, en articulation, en œuvre, ces instructions du chef de l'État. Nous arrivons au terme de ces 52 minutes du Zimba. Merci, Monsieur le ministre de la Communication, pour votre présence sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Madame. Merci de m'avoir donné l'opportunité, je l'espère, d'avoir expliqué à nos concitoyens le sens des réformes qui sont aujourd'hui engagées pour le ministère de la Communication et le sens des instructions données par le chef de l'État au gouvernement lors des vœux à la nation. Le Ndimba, votre nouveau rendez-vous politique sur Gabon Télévision s'achève. Pour animer cette émission, j'étais accompagné de Louis-Philippe Badinga, Jonas Osombe. Nous vous remercions pour votre attention.